Après notre réunion de famille, j'ai vérifié mon compte. Il était vidé. Ma belle-sœur a ricané, nous en avions plus besoin que toi. Tremblante, j'ai attrapé mon sac et j'ai dit, alors tu ne vas pas être dérangé par ce qui va suivre. Tandis qu'il riait, un grand bruit a secoué la maison. La porte s'est ouverte à la volée. La réunion annuelle de la famille Morgan avait toujours été une tradition que je redoutais secrètement. 23 ans à regarder la femme de mon frère, Kimberly, parader dans la propriété de mes parents dans le Connecticut comme si elle possédait les lieux. 23 ans à la regarder traiter mes parents comme son distributeur automatique personnel, tout en maintenant cette façade écœurante de gentillesse devant tout le monde. Mais cette année serait différente. Cette année, j'en avais finalement assez. Je m'appelle Esther et j'ai 38 ans. Je travaille comme jury comptable pour un cabinet de taille moyenne à Manhattan, spécialisé dans la détection de fraude et le recouvrement d'avoirs. Mon frère, Jason, a épousé Kimberly il y a 15 ans, et dès le premier jour, elle a clairement fait comprendre qu'elle se considérait comme ayant droit à tout ce que notre famille avait bâti au fil des générations. Mes parents, Robert et Margaret Morgan, avaient travaillé sans relâche pour bâtir Morgan Construction à partir de rien. Ce qui avait commencé comme l'entreprise de menuiserie d'un seul homme de mon père en 1983, était devenu une entreprise de construction commerciale de plusieurs millions d'euros. Ils avaient tout sacrifié pour donner à Jason et à moi les meilleures opportunités possibles, nous payant à tous les deux nos études universitaires et supérieures sans que nous ayons jamais besoin de nous endetter. Les problèmes ont commencé quand Kimberly a réalisé combien d'argent était en jeu. J'aurais dû voir les signes plus tôt. Avec le recul, il y avait des signaux d'alarme partout, mais l'amour rend aveugle aux pires possibilités. Le premier indice est venu pendant Thanksgiving, il y a 4 ans, lorsque Kimberly a mentionné avec désinvolture que Jason avait été temporairement licencié de son poste d'ingénieur chez Hartford Manufacturing. Elle a dépeint cela comme un contretemps mineur, quelque chose qui serait résolu en quelques semaines. Les semaines se sont transformées en mois, et les mois se sont étirés jusqu'à presque 1 an avant que Jason ne trouve un nouvel emploi. Pendant toute cette période, ils ont maintenu leur style de vie somptueux sans aucune contrainte financière apparente. Les vêtements de créateurs continuaient d'apparaître. Les vacances coûteuses à Martha's Vineyard et dans les Hamptons continuaient. Les enfants fréquentaient la même école privée d'élite sans interruption. Quand j'ai demandé à maman en privé comment ils s'en sortaient financièrement, elle a mentionné avec fierté à quel point ils étaient autonomes. L'indemnité de départ de Jason a dû être assez généreuse, avait-elle dit. Ils ne nous ont pas demandé un centime. Sauf qu'ils l'avaient fait. Ils n'avaient simplement pas appelé ça une demande. Je me souviens du moment exact où j'ai commencé à avoir des soupçons. C'était pendant la fête du 8e anniversaire d'Emma, une affaire élaborée dans un country club UP qui a dû coûter 15 000 €. Alors que je regardais un magicien professionnel divertir 20 enfants pendant que leurs parents sirotaient du champagne et mangeaient des hors-d'œuvre traiteurs, j'ai fait un calcul mental rapide. Les allocations chômage de Jason ne pouvaient pas couvrir ce train de vie. Son salaire précédent avait été bon, mais pas extraordinaire, peut-être 85 000 € par an. Même avec une indemnité de départ, maintenir les paiements hypothécaires sur leur maison d'1 demi-million d'euros, tout en organisant des fêtes comme celle-ci, ça ne collait pas. Quand j'ai demandé avec désinvolture à Kimberly comment ils planifiaient leurs finances, elle est devenue évasive et défensive. Jason a toujours été excellent avec l'argent, avait-elle claqué. Certains d'entre nous n'ont pas besoin d'analyser chaque centime. Ce commentaire m'a stupéfaite, car elle savait que j'avais travaillé pour payer mes études supérieures, alors qu'elle s'était mariée dans le confort. Plus important encore, cela ressemblait à une diversion. Quelqu'un avec une sécurité financière légitime ne devient pas hostile lorsqu'on lui pose des questions générales sur le budget. Le deuxième signal d'alarme majeur est survenu 8 mois plus tard, lors de ce qui aurait dû être un dîner de famille de routine. Papa a mentionné avoir besoin de transférer des fonds entre des comptes, et maman lui a demandé avec désinvolture de vérifier le solde de leur épargne pendant qu'il était sur la banque en ligne. C'est bizarre, avait-il marmonné, plissant les yeux devant l'écran de l'ordinateur. Je pensais que nous avions plus là-dedans. Pressé de questions, il a admis que le solde était inférieur d'environ 8 000 € à ce qu'il prévoyait. Maman a suggéré qu'il se souvenait peut-être mal, et il a accepté avec incertitude. À l'époque, nous avions tous attribué cela à ses oublis croissants, l'un des premiers signes de son état qui se développait. Mais je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment que quelque chose n'allait pas. 8 000 € ne disparaissent pas comme ça, même pour quelqu'un qui commence à montrer des problèmes de mémoire. Ce soir-là,
je suis rentré chez moi et j'ai commencé à faire des recherches sur l'abus financier envers les personnes âgées. Les statistiques étaient stupéfiantes, des milliards d'euros volés chaque année aux personnes âgées américaines, les membres de la famille étant les auteurs dans plus de 60% des cas. Les schémas décrits dans les articles semblaient inconfortablement familiers, de petits vols initiaux qui augmentaient progressivement en taille, des explications vagues pour des besoins financiers, l'isolement de la victime des autres membres de la famille qui pourraient remarquer des incohérences, l'exploitation du déclin cognitif pour créer de la confusion sur les fonds manquants. J'ai repoussé ces inquiétudes, me disant que j'étais paranoïaque. C'était mon frère, quelqu'un avec qui j'avais grandi, quelqu'un à qui j'avais confié mes secrets les plus profonds pendant l'enfance. L'idée qu'il puisse systématiquement voler nos parents semblait impossible, mais des choses impossibles arrivent tous les jours. Le troisième incident s'est produit lors de la célébration de l'anniversaire de maman, il y a 10 mois. Nous nous étions réunis dans leur restaurant préféré, un endroit italien charmant où le propriétaire les connaissait par leur nom. Alors que nous attendions le dessert, Kimberly a reçu un appel téléphonique qui l'a mise dans une panique apparente. « Comment ça, le paiement a été refusé ?» a-t-elle sifflé dans le téléphone, s'éloignant de la table. « Nous venons de déposer. »« Oui, je comprends. Pouvez-vous le traiter à nouveau demain ?» À son retour, son visage était rouge d'embarras et de colère. « L'orthodontiste de Tyler » a-t-elle expliqué sèchement. « Une confusion avec notre couverture d'assurance. » Maman a immédiatement proposé d'aider, mais Kimberly l'a repoussé avec une dignité forcée. « Absolument pas, Margaret. Nous pouvons gérer les dépenses de nos propres enfants. » 2 jours plus tard, maman a mentionné avoir fait un chèque pour aider avec les soins dentaires de Tyler. Quand j'ai posé des questions à ce sujet, elle semblait confuse sur les détails, mais a insisté sur le fait que Kimberly avait appelé pour accepter leur offre. Après tout, cette conversation m'a hanté pendant des semaines. Pas parce qu'aider avec des frais médicaux était inhabituel, nos parents avaient toujours été généreux avec nous deux, mais parce que les dents de Tyler étaient parfaitement droites. Je l'avais remarqué pendant le dîner d'anniversaire, prenant des notes mentales alors qu'il souriait et riait tout au long de la soirée. Pourquoi un enfant avec des dents naturellement alignées aurait-il besoin d'un traitement orthodontique coûteux? J'ai commencé à faire plus attention après ça, documentant les conversations étranges et les circonstances suspectes. Le schéma devenait de plus en plus clair, des crises fabriquées qui nécessitaient une aide financière immédiate, toujours avec des montants qui semblaient juste en dessous du seuil pour soulever des questions sérieuses. Une facture fiscale surprise de 3 200 €. Une réparation de voiture inattendue de 4 800 €. Un problème d'entretien domestique crucial de 6 500 €. Chaque urgence était présentée avec juste assez de détails pour paraître légitime, tout en restant assez vague pour éviter toute vérification. Et à chaque fois, mes parents répondaient avec une générosité immédiate, faisant des chèques sans hésitation ni documentation. La percée est venue complètement par hasard. Je m'étais arrêté chez mes parents pour déposer des documents fiscaux pour leur comptable, quand j'ai remarqué le sac à main de maman ouvert sur le comptoir de la cuisine. Son carnet de chèques était visible, et quelque chose dans le registre a attiré mon attention. Les entrées étaient écrites dans 2 styles d'écriture différents. L'écriture soignée et délibérée de maman était entrecoupée d'une écriture plus hâtive, qui ressemblait étrangement à la signature de Kimberly sur les cartes de Noël et les mots de remerciement. En regardant de plus près, je pouvais voir que plusieurs entrées récentes avaient été ajoutées après que les chèques aient été écrits, les montants et les bénéficiaires remplis avec une encre plus foncée qui n'avait pas eu le temps de s'estomper. Quelqu'un faisait des chèques depuis le compte de ma mère et remplissait les détails après coup. Cette découverte m'a amené à proposer de les aider avec leur organisation financière, en présentant cela comme une préparation pour la retraite éventuelle de papa. Maman était reconnaissante de l'aide, complètement inconsciente que je menais en fait une enquête médico-légale sur ses propres comptes. L'ampleur du vol est devenue apparente progressivement, comme regarder une photo se développer au ralenti. Ce qui avait commencé comme de petits retraits occasionnels avait évolué en pillage systématique. Les relevés bancaires récents montraient un schéma clair d'escalade, avec des montants doublant tous les quelques mois. Mais la preuve la plus accablante restait à venir. En examinant 5 ans de relevés bancaires, j'ai remarqué quelque chose qui m'a noué l'estomac. Plusieurs gros retraits avaient été effectués en utilisant la carte bancaire de ma mère à des moments où elle était manifestement ailleurs. J'ai recoupé les heures de transaction avec son agenda de rendez-vous et ses engagements sociaux, trouvant de multiples cas où de l'argent avait été retiré alors qu'elle était au club de lecture, à des rendez-vous médicaux ou en train de faire les courses. Quelqu'un d'autre utilisait sa carte. Les images de sécurité de la banque ont confirmé mes pires soupçons.
Des images claires de Kimberly utilisant la carte de maman au distributeur automatique, parfois avec Tyler ou Emma dans la voiture, retirant nonchalamment des centaines d'euros à la fois. Les eurodatages montraient que ces visites avaient lieu pendant les heures d'école, quand les enfants auraient dû être en classe, suggérant que c'était devenu assez routinier pour interrompre leur éducation. Le plus accablant était une séquence datant de seulement 3 semaines avant la réunion. Kimberly était entrée dans l'agence bancaire avec ce qui semblait être le permis de conduire de ma mère, passant près de 20 minutes avec un guichetier avant de repartir avec une enveloppe qui contenait sans aucun doute de l'argent liquide. Le bordereau de retrait, que j'ai obtenu par des voies légales, montrait qu'elle prétendait que l'argent était pour un traitement médical d'urgence pour Tyler. Le montant, 35 000 euros. Tyler avait été en parfaite santé cette semaine-là. Je lui avais parlé au téléphone pendant sa supposée crise médicale, et il avait bavardé avec enthousiasme de son prochain tournoi de baseball. 3 mois avant cette réunion particulière, mon père avait reçu un diagnostic d'Alzheimer à un stade précoce. Bien qu'il fût encore vif d'esprit la plupart du temps, maman avait décidé qu'il était temps de commencer à prendre des dispositions pour l'avenir. Elle m'avait demandé de l'aider à organiser leurs finances et à mettre en place des fiducies pour protéger leurs actifs. Ce que j'ai découvert au cours de ce processus m'a glacé le sang. Au cours des 5 dernières années, Jason et Kimberly avaient systématiquement drainé près de 520 000 euros des comptes de mes parents. De petits montants au début, 500 euros ici, 1200 euros là, toujours avec une histoire triste sur des dépenses imprévues ou des urgences. Mais les retraits étaient devenus progressivement plus importants et plus fréquents. Le plus récent, juste 2 semaines avant la réunion, était de 35 000 euros. Selon les relevés bancaires que j'avais assignés grâce à mes relations professionnelles, Kimberly était entrée dans l'agence avec un chèque signé et le permis de conduire de ma mère, prétendant qu'elle avait besoin de l'argent pour le traitement médical urgent de mon neveu Tyler. Tyler était en parfaite santé. L'argent était allé directement sur le compte shopping personnel de Kimberly. Mais plus je creusais, plus le stratagème devenait complexe. Kimberly ne volait pas seulement de l'argent liquide. Elle exploitait systématiquement la générosité de mes parents de manière de plus en plus sophistiquée. Des cartes de crédit avaient été ouvertes en leur nom, avec des relevés envoyés à des boîtes postales dont je n'avais jamais entendu parler. Des comptes d'investissement avaient été liquidés sous prétexte de dépenses d'urgence qui ne se sont jamais matérialisées. La tromperie la plus élaborée impliquait une fausse société de facturation médicale. J'ai découvert que Kimberly avait créé des factures fictives provenant de quelque chose appelé Advanced Pediatric Specialist of Connecticut, avec en-tête professionnelle et calendrier de traitement détaillé. Ces factures, allant de 2 000 euros à 15 000 euros, concernaient des thérapies spécialisées dont Tyler et Emma avaient soi-disant besoin. La clinique n'existait pas. L'adresse indiquée était un service de boîte aux lettres dans un centre commercial. Le numéro de téléphone renvoyait à un téléphone portable prépayé que Kimberly contrôlait. Pendant 18 mois, mes parents avaient fait des chèques à ce cabinet médical fantôme, croyant qu'ils s'assuraient que leurs petits-enfants recevaient les meilleurs soins possibles. Le montant total versé à Advanced Pediatric Specialist dépassait 180 000 euros. Quand j'ai tracé les chèques, chacun d'eux avait été déposé sur un compte détenu conjointement par Jason et Kimberly. En ajoutant cela au retrait direct en espèces, aux chèques falsifiés, à l'utilisation non autorisée de cartes de crédit et aux diverses urgences fabriquées, le vol total atteignait environ 520 000 euros sur 5 ans. La sophistication de cette fraude particulière suggérait qu'il la planifiait depuis des années, créant le faux en tête, établissant le service de boîte aux lettres, ouvrant le compte bancaire. Ce n'étaient pas des décisions prises sur un coup de tête, nées d'une pression financière temporaire. C'était un vol prémédité et soutenu, commis contre 2 personnes dont le seul crime était d'aimer trop leur famille. J'ai passé des semaines à tout documenter, construisant un dossier en béton. Relevés bancaires, signatures falsifiées, images de sécurité des retraits aux distributeurs automatiques, j'avais tout. Mais je voulais leur donner une dernière chance d'avouer avant de prendre des mesures radicales. La réunion a commencé assez normalement. La famille de Jason est arrivée vendredi soir dans leur toute nouvelle BMW X7, dont je réalisais maintenant qu'elle avait été achetée avec l'argent de mes parents. Tyler avait maintenant 12 ans et Emma 10, tous deux ayant hérité du sentiment de droit de leur mère. Ils ont immédiatement exigé de savoir où était leur cadeau, bien que la réunion soit un rassemblement familial, pas Noël. Le comportement des enfants s'était détérioré de manière notable au cours de la dernière année. Là où ils avaient été polis et reconnaissants autrefois, ils affichaient maintenant un sentiment alarmant de privilège qui reflétait les pires qualités de leur mère. Tyler avait pris l'habitude d'évaluer les cadeaux selon leur coût apparent,
exprimant ouvertement sa déception pour tout ce qui était en dessous d'un certain seuil en euros. Emma avait développé une obsession inquiétante pour les noms de marque, refusant de porter ou d'utiliser quoi que ce soit qui n'affichait pas les bonnes étiquettes. Au cours de cette première soirée, j'ai regardé Tyler rejeter un magnifique train en bois sculpté à la main, que mon père avait passé des mois à fabriquer dans son atelier. Ça ressemble à un truc de vide-grenier, a marmonné le garçon assez fort pour que mon père l'entende. La blessure dans les yeux de papa était dévastatrice à voir. La réaction d'Emma au biscuit fait maison de maman était tout aussi douloureuse. « Avez-vous de vrais desserts ?» a-t-elle demandé, plissant le nez devant des friandises qui étaient les préférées de la famille depuis des décennies. Comme de chez Whole ou quelque chose comme ça? Ce n'étaient pas des préférences normales de l'enfance. C'étaient les symptômes d'un système de valeurs soigneusement cultivé par des parents qui mesuraient la valeur en euros, plutôt qu'en amour ou en effort. Mais l'attitude des enfants, aussi déchirante soit-elle, faisait pâle figure en comparaison de la performance de leurs parents. Kimberly a fait une entrée triomphale dans la maison, portant ce que j'estimais être environ 3000 € de vêtements et de bijoux de créateur. Elle a embrassé ma mère sur la joue et a immédiatement commencé à s'extasier sur combien ils étaient reconnaissants pour tout le soutien de maman et papa au fil des ans. L'ironie était suffocante. Cette femme portait littéralement de l'argent volé tout en exprimant sa gratitude à ses victimes. Sa tenue seule racontait l'histoire du vol systématique, l'écharpe Hermès qui coûtait plus que le loyer mensuel de beaucoup de gens, les chaussures Louis Vuitton qui représentaient le paiement de la sécurité sociale de mon père pour 2 mois, le collier Tiffany qui égalait le prix des impôts fonciers annuels de mes parents. Mais c'était la désinvolture de son étalage qui m'enrageait vraiment. Elle portait ses luxes volés sans le moindre soupçon de honte ou de conscience, comme si elle croyait sincèrement qu'elle les méritait plus que cela, comme si elle croyait que mes parents les lui devaient. La performance de Jason était subtilement différente mais tout aussi rageante. Là où Kimberly était ouvertement matérialiste, il jouait le rôle d'un pourvoyeur en difficulté, soupirant dramatiquement à propos du stress au travail et des pressions financières. Il avait maîtrisé l'art de paraître noble tout en acceptant de l'aide, présentant chaque aumône comme une mesure temporaire qui blessait sa fierté masculine d'accepter. « Je déteste vous prendre de l'argent », disait-il avec une sincérité parfaite en empochant un autre chèque. « Je promets que nous vous rembourserons dès que les choses s'amélioreront. » Les choses s'étaient améliorées il y a 2 ans, lorsqu'il avait reçu une promotion importante et une augmentation de salaire. Son nouveau poste payait 140 000 € par an plus des bonus, une information que j'avais vérifiée via LinkedIn et des contacts dans l'industrie. Mais au lieu de réduire leur dépendance envers mes parents, la promotion les avait simplement hardis à voler des montants plus importants. L'aspect le plus révoltant était la façon dont ils avaient utilisé la loyauté familiale comme une arme pour faire taire les questions. Toute expression d'inquiétude concernant leurs dépenses était accueillie par des accusations blessées sur la confiance et les liens familiaux. Ils avaient perfectionné l'art de faire culpabiliser la victime d'avoir remarqué la victimisation. « Je n'arrive pas à croire que tu remettes en question nos dépenses », disait Kimberly, les larmes aux yeux. « Après tout ce que tes parents ont fait pour nous ? Ne penses-tu pas qu'ils nous font confiance pour être responsables ? » C'était de la manipulation de haut niveau, et cela fonctionnait parfaitement depuis des années. Samedi matin, j'ai suggéré que nous fassions tous une promenade en famille autour de la propriété. Maman et papa avaient toujours été fiers de leur domaine de 5 acres, avec un étang et des sentiers de promenade qu'ils avaient fait aménager par des professionnels. Alors que nous flânions au bord de l'eau, Kimberly a commencé sa routine habituelle. Mais cette fois, j'étais prête pour elle. J'avais passé la soirée précédente à revoir ma documentation une dernière fois, mémorisant les dates et les montants jusqu'à pouvoir les réciter comme une prière. Chaque transaction frauduleuse, chaque signature falsifiée, chaque mensonge raconté pour couvrir les mensonges précédents, j'avais tout catalogué et recoupé. Plus important encore, je m'étais préparé émotionnellement à ce qui allait arriver. La confrontation mettrait probablement fin à ma relation avec Jason de façon permanente. Tyler et Emma seraient pris entre 2 feux, leur vie bouleversée par les choix de leurs parents. La dynamique familiale que je connaissais depuis l'enfance serait détruite à jamais. Mais l'alternative était de regarder mes parents continuer à être victimisés jusqu'à ce que leurs ressources soient complètement épuisées. À leur rythme actuel de vol, Jason et Kimberly auraient vidé chaque compte en 3 ans. Mes parents affronteraient leurs années dorées dans la pauvreté, se demandant où leurs économies de toute une vie avaient disparu. Cela n'allait pas arriver sous ma garde. « Tu sais, Margaret, dit-elle à ma mère, passant son bras sous celui de maman. Jason a été tellement stressé par les factures d'orthodontie de Tyler. Apparemment,
ils ont besoin d'un traitement spécialisé que l'assurance ne couvrira pas. J'ai arrêté de marcher. Les dents de Tyler étaient parfaitement droites. Vraiment, ai-je dit. De combien parlons-nous? Kimberly m'a lancé un regard d'avertissement. Oh, tu sais comment sont ces choses, Esther. C'est assez cher. Environ 15 000 €. 15 000 € pour de l'orthodontie? J'ai gardé une voix égale. Ça semble élevé. Avez-vous demandé un deuxième avis? Eh bien, bien sûr que nous l'avons fait, a claqué Kimberly, son masque glissant juste un instant. Nous ne sommes pas des idiots, Esther. C'est le meilleur orthodontiste de la région. Ma mère a immédiatement cherché son sac à main. Oh, chérie, ne t'inquiète pas pour ça. Robert et moi pouvons aider avec ça. Nous ne voulons jamais que les enfants manquent de soins médicaux appropriés. La façon décontractée dont elle a offert 15 000 € m'a brisé le cœur. Cette femme, qui avait grandi pendant la dépression, qui découpait encore des coupons et achetait des produits génériques par habitude, était systématiquement manipulée par quelqu'un qui dépensait plus en sac à main que la plupart des gens ne gagnaient en un mois. En fait, maman, ai-je dit prudemment. Avant que tu ne fasses des chèques, est-ce que je pourrais te parler en privé une minute? Les yeux de Kimberly se sont rétrécis. Pourquoi aurais-tu besoin de parler en privé? C'est une affaire de famille. Exactement, ai-je répondu. Une affaire de famille. Nous nous sommes excusés et sommes retournés à la maison. Dans le bureau de papa, j'ai sorti les relevés bancaires que j'avais stockés sur mon ordinateur portable crypté. Maman, j'ai besoin que tu t'assises pour ça. J'ai commencé par les transactions les plus récentes, remontant chronologiquement en arrière. J'ai regardé le visage de ma mère passer de la confusion au choc, puis à la dévastation, à mesure que l'ampleur du vol devenait claire. Le premier document que je lui ai montré était la fausse facture d'Advanced Pediatric Specialist of Connecticut. J'ai imprimé toute la série, 18 mois de factures frauduleuses pour des traitements médicaux inexistants. Regarde les dates, maman, ai-je dit doucement. Je les ai recoupées avec les rendez-vous médicaux réels de Tyler et Emma. Elle a sorti son calendrier, celui où elle notait méticuleusement chaque événement lié aux petits-enfants. Fête d'anniversaire, pièces de théâtre scolaire, nettoyage dentaire, examen pédiatrique régulier, tout était documenté avec la précision de quelqu'un qui chérissait ces moments. En comparant les fausses factures aux vraies dates de rendez-vous, les chevauchements impossibles sont devenus évidents. Tyler recevait soi-disant une thérapie neurologique intensive les jours où il était en fait à l'entraînement de baseball. Emma subissait prétendument un traitement développemental spécialisé pendant des semaines où elle avait été en parfaite santé et fréquentait l'école sans problème. C'est impossible, a chuchoté maman, son doigt traçant les incohérences. Tyler a eu son examen régulier avec le docteur Patterson juste 2 jours après que cette facture dise qu'il avait besoin d'une intervention neurologique d'urgence. Regarde l'adresse de la clinique, ai-je suggéré. Elle l'a lu à voix haute lentement. 1247 Riverside Common, suite 3001, Hartford, Connecticut. Sa voix s'est éteinte alors qu'elle comprenait. C'est le même immeuble où ta cousine Rachel a son cabinet dentaire. La suite 3001 est juste une boutique de boîtes aux lettres. Les preuves s'accumulaient implacablement alors que nous parcourions les relevés bancaires, les factures de cartes de crédit et les enregistrements de retrait. Je lui ai montré les images de sécurité de Kimberly utilisant sa carte bancaire, les signatures falsifiées qui devenaient progressivement plus audacieuses avec le temps, le schéma systématique d'escalade qui marquait un abus financier de niveau professionnel. Mais le document qui l'a complètement brisé était une note manuscrite que j'avais trouvée en organisant les papiers de papa. De son écriture de plus en plus tremblante, il avait documenté sa confusion croissante face à leur argent qui disparaissait. Et demandé à Margaret le solde du compte d'épargne. Elle dit 47 000 €, mais en ligne ça montre 31 000 €. Très confus. Peut-être que je me souviens mal. Je vieillis, je suppose. Je ne veux pas l'inquiéter. La note datait de 6 semaines plus tôt. En dessous, de la même écriture incertaine, argent manquant encore. 8 000 € cette fois. Margaret pense que je perds la tête. Peut-être que c'est le cas. Effrayant d'y penser. Devrais-je voir le docteur Freeman? Mon père avait remis en question sa propre santé mentale plutôt que d'envisager que quelqu'un puisse les voler. La cruauté de cette réalisation, le regarder douter de sa capacité mentale pendant que Kimberly exploitait son état, était presque insupportable. Es-tu en train de me dire, a-t-elle dit lentement, que Kimberly nous vole depuis 5 ans? Pas seulement Kimberly,
maman. Jason devait être au courant de la plupart de tout ça. Sa signature est sur plusieurs de ses chèques. Les signatures racontaient leur propre histoire. Les premières falsifications étaient grossières, manifestement différentes de l'écriture naturelle de ma mère, mais elles s'étaient améliorées avec le temps, suggérant de la pratique et de la préméditation. Pour les exemples les plus récents, les falsifications étaient presque parfaites, le travail de quelqu'un qui avait passé un temps considérable à étudier et à imiter les motifs de signature de ma mère. Ce niveau de sophistication n'arrive pas accidentellement. Il nécessite de la planification, de la pratique et une faillite morale complète. Je lui ai montré les rapports de surveillance de crédit que j'avais extraits, révélant des comptes ouverts en leur nom à leur insu, cartes de crédit de magasin, cartes de station-service, même une carte de récompense premium qui avait été plafonnée pour acheter des articles de luxe. Les relevés mensuels étaient envoyés à diverses boîtes postales et services de réexpédition de courrier, garantissant que mes parents ne voient jamais les factures. La dette totale accumulée en leur nom dépassait 75 000 €. Ils ont construit une bombe à retardement financière, ai-je expliqué. Quand ces factures feront surface, et elles le feront, papa et toi serez tenus responsables de dettes que vous n'avez jamais accepté de contracter. Les implications étaient stupéfiantes. Non seulement Jason et Kimberly avaient volé des centaines de milliers de euros, mais ils avaient aussi positionné mes parents pour qu'ils héritent d'obligations de dettes massives. C'était un vol doublé d'un sabotage conçu pour assurer une dévastation financière maximale. Ma mère est restée assise en silence pendant 3 bonnes minutes, fixant les preuves étalées sur le bureau. Quand elle a finalement parlé, sa voix était d'acier. « Que faisons-nous ? Nous avons des options, lui ai-je dit. Je peux déposer un rapport de police lundi. J'ai assez de preuves pour porter plainte pour fraude, falsification et abus sur personnes âgées. Ils risquent tous les deux probablement une peine de prison. Ou nous les confrontons ce soir au dîner et leur donnons une chance d'avouer et d'organiser une restitution complète. S'ils refusent, nous allons de l'avant avec des accusations criminelles. Mais il y avait une troisième option que je n'ai pas mentionnée immédiatement. J'avais déjà contacté l'inspecteur Morrison 3 jours plus tôt, lui fournissant des preuves préliminaires et établissant un calendrier pour des arrestations potentielles. La confrontation au dîner serait leur dernière opportunité d'avouer et de montrer des remords, mais de toute façon, justice serait faite. Maman a choisi la confrontation d'abord, inconsciente que j'avais déjà mis d'autres rouages en mouvement. Le reste du samedi s'est passé dans une normalité surréaliste. Nous avons joué à des jeux de société avec Tyler et Emma, qui étaient béatement inconscients que les crimes de leurs parents étaient sur le point d'éclater au grand jour. Papa a grillé des hamburgers pour le déjeuner pendant que Jason l'aidait à s'occuper du potager, discutant de statistiques de baseball et de politique locale comme s'il ne volait pas systématiquement l'homme qu'il appelait père. Kimberly a passé l'après-midi à se photographier autour de la propriété, probablement pour des publications sur les réseaux sociaux qui dépeindraient leur famille comme saine et prospère. La regarder poser près de l'étang que mes parents avaient investi des milliers de euros pour créer utilisant de l'argent volé pour financer le style de vie même qu'elle célébrait en ligne donnait l'impression de regarder une sociopathe en action. Le plaisir innocent des enfants de cette journée rendait tout plus déchirant. Tyler a attrapé son premier poisson dans l'étang, courant avec excitation pour montrer à son grand-père le petit bar qu'il avait pêché. Emma a trouvé une famille de bébés lapins près du jardin et a passé une heure assise tranquillement à proximité, espérant les revoir. C'étaient de bons enfants élevés par des criminels moraux. Leur enfance était sur le point d'être brisée par des choix auxquels ils n'avaient pris aucune part. À l'approche de la soirée, je me suis surprise à étudier Jason avec une attention médico-légale, cherchant des signes de culpabilité ou de conscience. S'il y avait une partie de lui qui ressentait des remords pour avoir trahi la confiance de nos parents, il le cachait parfaitement. Il semblait sincèrement détendu, riant aux histoires de papa et louant la cuisine de maman avec une sincérité apparente. Soit il était un acteur consommé, soit il avait rationalisé son comportement si complètement qu'il ne le vivait plus comme un vol. Ce soir-là, nous nous sommes réunis pour notre traditionnel dîner de famille du samedi soir. Papa avait fait ses fameuses côtes levées au barbecue et maman avait préparé tous les accompagnements. Tyler et Emma jouaient à des jeux vidéo dans le salon pendant que les adultes étaient assis autour de la table de la salle à manger. L'ironie de partager un repas financé par de l'argent volé tout en prévoyant d'exposer les voleurs ne m'a pas échappé. Chaque bouchée ressemblait à de la complicité, chaque moment de conversation normale comme une trahison de la vérité que nous méritions tous d'entendre. Je m'étais stratégiquement assise directement en face de Kimberly, avec ma sacoche d'ordinateur portable à portée de main. L'épreuve était organisée par ordre chronologique,
partant de petites incohérences pour aller jusqu'à une fraude massive, d'une manière qu'il serait impossible de rejeter ou d'expliquer. Mais d'abord, je voulais leur donner une dernière opportunité d'avouer volontairement. Une partie naïve de moi espérait encore que, confronté à des questions directes, Jason pourrait se rappeler qui il était autrefois et trouver le courage de dire la vérité. Alors, Kimberly, ai-je dit sur le ton de la conversation en coupant mes côtes levées. Dis-moi plus sur les besoins orthodontiques de Tyler. J'aimerais avoir le nom de ce spécialiste. 15 000 € semble assez raide, même pour un traitement complexe. La fourchette de Kimberly s'est arrêtée à mi-chemin de sa bouche. Je te l'ai déjà dit, Esther. C'est un traitement spécialisé. Très cher. Intéressant, ai-je continué. Parce que j'ai appelé le bureau du docteur Peterson hier, le dentiste habituel de Tyler, et ils ont dit que son dernier examen montrait des dents parfaitement alignées, sans besoin d'intervention orthodontique. La table est devenue complètement silencieuse. Jason s'est raclé la gorge. Esther, où veux-tu en venir? Je veux en venir au fait que Tyler n'a pas besoin de traitement orthodontique, ai-je dit d'une voix égale. Tout comme il n'avait pas besoin de ce traitement médical urgent il y a 2 semaines qui a coûté 35 000 €. Le visage de Kimberly était devenu pâle. Je ne sais pas de quoi tu parles. J'ai tendu la main vers ma sacoche d'ordinateur, mais maman a posé une main douce sur mon bras. Peut-être, a-t-elle dit doucement, aimerais-tu expliquer les 400 000 € qui ont disparu de nos comptes au cours des 5 dernières années? Le silence s'est étiré si longtemps que je pouvais entendre l'horloge grand-père tic-taquer dans le couloir. Finalement, Jason a parlé. Maman, je peux expliquer. Le peux-tu? La voix de papa a coupé l'air comme une lame. Je ne l'avais jamais entendu paraître si froid. Peux-tu expliquer la falsification de la signature de ta mère? Peux-tu expliquer l'utilisation de son permis de conduire pour retirer de l'argent? Peux-tu expliquer les mensonges sur les urgences médicales alors que tes enfants sont en parfaite santé? Le masque de Kimberly est finalement tombé complètement. Vous voulez connaître la vérité, a-t-elle grogné. Bien. Oui, nous avons pris l'argent. Et vous savez quoi? Vous nous le deviez. L'audace m'a coupé le souffle. Nous vous le devions, ai-je réussi à dire. Absolument, a-t-elle continué, sa voix montant. As-tu une idée de ce que c'est que d'être marié dans cette famille? Entendre constamment parler de l'entreprise familiale, de l'argent de la famille, de l'héritage familial. Jason est votre seul fils. Cet argent aurait dû nous revenir automatiquement. Nous en avions plus besoin que vous, a-t-elle ajouté avec un ricanement. Vous deux, vous l'avez juste là, dormant sur des comptes, gagnant des intérêts pathétiques pendant que nous luttons pour maintenir un style de vie décent pour les enfants. Lutter? Je n'ai pas pu m'en empêcher. Lutter avec vos paiements de BMW, vos traitements de spa hebdomadaires, ta collection de bijoux Cartier? Ce sont des nécessités pour maintenir les apparences, a-t-elle riposté. Nécessité? La voix de maman tremblait de rage. Sais-tu ce qu'était une nécessité quand Robert et moi avons commencé? Une nécessité, c'était de choisir entre payer le loyer et acheter de la nourriture. Une nécessité, c'était Robert travaillant 16 heures par jour sous la pluie et la neige pour construire quelque chose pour l'avenir de sa famille. Kimberly a levé les yeux au ciel. Oh, s'il vous plaît. Épargnez-moi l'histoire triste sur vos humbles débuts. Vous êtes millionnaire maintenant. Vous pouvez vous permettre d'aider votre famille. Aider est une chose, a dit papa doucement. Le vol en est une autre. Ce n'est pas du vol quand c'est l'argent de la famille, a finalement pris la parole Jason, sa voix faible mais défiante. Nous sommes vos enfants. Ce qui est à vous est à nous éventuellement de toute façon. Le sentiment de droit était stupéfiant. En fait, ai-je dit, fouillant dans mon sac avec des mains tremblantes. Puisque vous vous sentez si confiant à l'idée de prendre ce qui n'est pas à vous, alors tu ne vas pas être dérangé par ce qui va suivre. J'ai sorti un dossier épais et l'ai placé sur la table. Ce sont des copies de chaque transaction frauduleuse, de chaque signature falsifiée, de chaque mensonge que vous avez raconté pour voler nos parents. Relevés bancaires, images de sécurité, déclarations de témoins de guichetiers qui se souviennent de vos visites. Kimberly a ri. Elle a vraiment ri. Qu'est-ce que tu vas faire? Appeler la police pour ta propre famille. C'est exactement ce que je vais faire. Tu bluffes, a dit Jason, mais je pouvais entendre l'incertitude dans sa voix. Essaie pour voir, ai-je répondu, sortant mon téléphone.
J'ai le numéro direct de l'inspecteur Morrison. Il est très intéressé par les cas d'abus sur personnes âgées. Tu n'oserais pas, a commencé Kimberly. Le grand bruit qui a secoué la maison l'a coupé au milieu de sa phrase. Toutes les têtes se sont tournées vers l'avant de la maison alors que nous entendions des pas lourds sur le porche avant. La porte d'entrée s'est ouverte avec fracas. Police d'État du Connecticut. Nous avons un mandat. L'inspecteur Morrison a franchi le pas de la porte, suivi de 3 officiers en uniforme. Derrière eux sont venus 2 agents du FBI en costume sombre. Le regard de choc absolu sur le visage de Kimberly était quelque chose que je chérirais pour toujours. Esther Morgan? L'inspecteur Morrison s'est adressé à moi professionnellement. Oui, inspecteur. Merci pour votre coopération dans cette enquête. Jason Morgan et Kimberly Morgan, vous êtes tous 2 en état d'arrestation pour fraude criminelle, vol d'identité et abus sur personnes âgées. Ce que Kimberly et Jason ne savaient pas, c'est que j'avais déjà déposé le rapport de police 3 jours plus tôt. Alors que j'avais espéré qu'ils pourraient avouer et montrer quelques remords, je m'étais préparé au scénario plus probable où ils doubleraient la mise sur leur sentiment de droit. Le moment des arrestations avait été coordonné pour se produire pendant le dîner, quand toute la famille serait présente. Je voulais que Tyler et Emma voient les conséquences des actions de leurs parents, bien que les officiers aient été assez discrets pour permettre aux enfants d'aller dans leur chambre avant que les arrestations ne procèdent. Alors que l'inspecteur Morrison lisait ses droits à Jason, Kimberly s'est tournée vers moi avec un pur venin. Espèce de vindicative. Comment as-tu pu faire ça à la famille? Comment j'ai pu? Je me suis levé lentement, ma voix stable malgré l'adrénaline qui courait dans mes veines. Comment as-tu pu voler 2 personnes qui t'aimaient inconditionnellement? Comment as-tu pu falsifier la signature d'une femme âgée? Comment as-tu pu mentir sur les besoins médicaux de tes enfants pour manipuler de l'argent de leurs grands-parents? Les agents du FBI avaient commencé à cataloguer les preuves potentielles, la montre de Jason, les bijoux de Kimberly, même les clés de la BMW qu'ils avaient achetées avec l'argent volé. Ça va détruire les enfants, a hurlé Kimberly alors que les menottes s'enclenchent. Non, a dit ma mère doucement, parlant pour la première fois depuis l'arrivée de la police. Vos choix les ont détruits. Votre cupidité les a détruits. Votre manque total d'intégrité les a détruits. Alors qu'ils étaient emmenés, Jason a regardé notre père avec quelque chose qui aurait pu être du regret. Papa, je. Quoi? La voix de papa était creuse. Tu es désolé? Tu es désolé de t'être fait prendre. Jason n'avait pas de réponse à cela. Après le départ de la police, Tyler et Emma sont sortis de leur chambre, confus et effrayés. Maman et papa les ont assis doucement et leur ont expliqué que leurs parents avaient commis de très graves erreurs et qu'ils auraient besoin de partir pendant un moment. Les jumeaux resteraient avec la mère de Kimberly en Californie pendant le déroulement des procédures judiciaires. Au cours des mois suivants, toute l'ampleur des crimes de Jason et Kimberly est devenue claire. Ils n'avaient pas seulement volé nos parents, mais avaient aussi fraudé l'employeur de Jason en falsifiant des notes de frais, commis une fraude fiscale en omettant de déclarer l'argent volé comme revenu, et même contracté des cartes de crédit au nom de mes parents. La BMW a été saisie. Leur maison a été saisie. La collection de bijoux de Kimberly a été saisie comme preuve. Les fonds universitaires des jumeaux, qui avaient en fait été remplis avec l'argent de mes parents, ont été gelés en attendant les procédures de restitution. Jason a finalement plaidé coupable pour éviter un long procès et a reçu 3 ans de prison fédérale. Kimberly, qui a continué à clamer son innocence malgré des preuves accablantes, est allée au procès et a reçu 7 ans. Le juge a été particulièrement sévère sur sa peine en raison de son manque total de remords et de ses tentatives de manipuler les procédures judiciaires. Madame Morgan, a déclaré le juge Williams lors de la condamnation, vos actions représentent une forme particulièrement cruelle d'abus contre 2 individus qui vous faisaient implicitement confiance. Vous avez exploité leur amour pour leur famille pour financer votre style de vie, tout en ne montrant aucun égard pour leur sécurité ou leur bien-être futur. L'ordonnance de restitution les obligeait à rembourser 537 000 € plus les intérêts, les frais de justice et les dommages-intérêts punitifs. Comme ils n'avaient plus d'actifs, des ordonnances de saisie-arrêt ont été placées sur tous les revenus futurs pour les 20 prochaines années. Tyler et Emma sont restés avec la mère de Kimberly, qui s'est avérée être une femme décente, mortifiée par les actions de sa fille. Elle s'est assurée que les enfants maintiennent le contact avec mes parents, et lentement, soigneusement, nous avons commencé à reconstruire ces relations. Les jumeaux avaient été tout autant victimes des choix de leurs parents que n'importe qui d'autre. 6 mois après la condamnation,
j'aidais maman à organiser le programme de médicaments de papa quand elle a abordé quelque chose que je redoutais. Je continue de penser à la réunion, a-t-elle dit doucement. À quel point j'étais contente de les voir, à quel point j'étais heureuse que nous soyons tous ensemble. Maman, non. Laisse-moi finir. Je continue de me demander comment j'ai pu être aussi aveugle. Comment j'ai manqué tous les signes. Tu les as manqués parce que tu es une bonne personne, qui ne pouvait pas imaginer que quelqu'un que tu aimais te trahirait comme ça. Ton père s'en veut aussi. Il pense qu'il aurait dû surveiller les comptes de plus près. La maladie de papa n'est pas de sa faute, et ça non plus. Vous avez tous les deux tout fait correctement. Vous avez aimé votre fils et accueilli sa femme dans la famille. Ils ont choisi d'abuser de cette confiance. C'est juste que... Je l'ai mieux élevé que ça, Esther. Je sais que je l'ai fait. C'était la vérité déchirante qu'aucune justice ne pouvait réparer. La trahison de Jason avait brisé quelque chose de fondamental dans la vision du monde de mes parents. Ils avaient passé 38 ans à croire qu'ils avaient élevé un fils honorable, pour découvrir qu'il était capable de vol systématique et de manipulation. Mais il y a eu aussi des lueurs d'espoir inattendues. Sans la ponction financière constante des urgences de Jason et Kimberly, mes parents ont pu financer entièrement la fondation caritative qu'ils avaient toujours rêvé de lancer. La fondation Morgan offre maintenant des bourses aux étudiants universitaires de première génération qui poursuivent des carrières dans les métiers et la construction. L'état de papa est resté stable, et la réduction du stress lié à la résolution du vol financier semble avoir en fait amélioré sa clarté et son humeur. Tyler et Emma se sont épanouis en Californie avec leur grand-mère. Tyler, maintenant âgé de 14 ans, a montré une réelle aptitude pour les mathématiques et l'ingénierie. Emma, maintenant âgée de 12 ans, a découvert un talent pour l'art et le design. Aucun d'eux n'a mentionné regretter le style de vie de leurs parents ou ne s'est plaint d'avoir moins de possessions matérielles. Le mois dernier, Tyler a appelé mes parents pour demander s'ils pouvaient passer les vacances d'été avec eux dans le Connecticut. Il veut apprendre les bases de la construction et peut-être aider avec certains projets autour de la propriété. Je sais que mes parents vous ont fait des choses vraiment mauvaises, a-t-il dit pendant l'appel, sa voix sérieuse au-delà de ses années. Mais j'espère que vous savez que je ne suis pas comme eux. Je veux gagner des choses par moi-même. Maman a pleuré après cette conversation, mais c'était de bonnes larmes. Quant à moi, l'expérience a fondamentalement changé ma façon d'aborder mon travail. J'ai commencé à faire du bénévolat auprès d'organisations de prévention des abus envers les personnes âgées, aidant les familles à reconnaître les signes avant-coureurs et à protéger les parents vulnérables de l'exploitation financière. Je suis aussi devenue beaucoup plus proche de mes parents, ce dont je serai toujours reconnaissante, malgré les circonstances qui l'ont provoqué. Le dernier chapitre de cette histoire est arrivé la semaine dernière, presque 2 ans après ce dîner. Je prenais un café avec maman sur le patio arrière, regardant papa s'occuper de son potager, quand une voiture inconnue s'est garée dans l'allée. Une jeune femme en est sortie, l'air nerveuse mais déterminée. C'était Emma, maintenant âgée de 12 ans. Elle avait pris l'avion de Californie au Connecticut avec la permission et l'aide de sa grand-mère, utilisant l'argent qu'elle avait gagné grâce à un petit boulot. Elle voulait s'excuser en personne pour les actions de ses parents, et demander si elle pouvait venir vivre avec mes parents pendant sa dernière année de lycée. Je veux faire partie de cette famille de la bonne façon, a-t-elle dit simplement. Je veux apprendre à quoi ressemble la véritable intégrité. Maman et papa n'ont même pas hésité. La chambre d'Emma est en train d'être préparée au moment où j'écris ceci. Parfois, les pires trahisons peuvent ouvrir la voie à une véritable guérison. Notre famille est plus petite maintenant, mais elle est aussi plus forte, plus honnête, et plus reconnaissante de ce qui compte vraiment. Et Kimberly avait tort sur une chose, nous n'avions pas besoin de l'argent plus que mes parents. Nous avions besoin de la vérité plus que toute autre chose. La justice servit avec un accompagnement de rédemption familiale. C'est le genre de fin que même moi je n'aurais pas pu planifier.